Merci beaucoup. Merci pour la chaleur de votre accueil. Et évidemment, à mon tour, je voudrais vous dire mon plaisir, mon bonheur d'être avec vous ce soir. Mon plaisir de retrouver mon camarade Florian Choche, dont je suis certain qu'il reviendra bientôt avec nous sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et mon plaisir de retrouver ma camarade Séverine Véziès, dont je suis sûr aussi qu'elle nous rejoindra bientôt sur les bancs de l'Assemblée nationale. Évidemment, je voudrais à mon tour remercier les militantes, les militants de la France Insoumise. Je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait pour la préparation de cette réunion publique et en quelque sorte votre nombre ce soir qui dépasse largement le nombre de chaises que nous avions prévues pour cette réunion publique en est la démonstration. Et je voudrais saluer dans la salle, je sais qu'il y a des élus locaux, je sais qu'il y a des responsables associatifs, des personnes qui sont engagées dans la vie quotidienne, qui ne ménagent pas leur temps, qui s'engagent, qui militent pour les autres. Et je voudrais qu'on les remercie, qu'on les applaudisse, parce que sans eux, sans doute notre pays ne serait pas aussi combatif qu'il l'est aujourd'hui. Et en particulier, je voudrais avoir un mot de remerciement pour les habitantes et les habitants, les militants et les militantes associatives du quartier de Planoise où nous sommes allés cet après-midi, qui nous ont accueillis. Parce que, malheureusement, dans notre pays, on parle souvent mal, on parle souvent très mal de nos quartiers populaires. Mais on ne dit jamais qu'il existe dans nos quartiers populaires cette solidarité, cette combativité, cette détermination qui sont pour nous des immenses sources d'espoir. Certes, il y a des difficultés, des difficultés sociales, la pauvreté, le chômage, des drames, Séverine en a parlé. Mais il y a aussi cette énergie, cette combativité, cette détermination. Et la voir cet après-midi avec vous, je vous le dis franchement, ça m'a donné aussi de la motivation pour continuer le combat que nous menons ensemble. Alors merci beaucoup pour votre accueil tout à l'heure et merci d'être là à nos côtés ce soir. Et puisqu'on parle en particulier des habitants du quartier de Planoise, je n'oublie pas pour ma part que lors des élections présidentielles et encore l'année dernière, lors des élections législatives, dans la grande majorité des bureaux de vote de ce quartier, le Nouveau Front Populaire a largement dépassé les 50% des voix et que c'est grâce à la mobilisation de la jeunesse, des habitantes et des habitants de nos quartiers populaires que le Nouveau Front Populaire a réussi l'année dernière à déjouer les pronostics écrits par avance et a réussi à sortir en tête de ces élections législatives et à disposer aujourd'hui à l'Assemblée nationale du plus grand nombre de députés. Je ne l'oublie pas, nous ne l'oublions pas, et nous restons fidèles aux promesses, aux engagements que nous avions pris devant les électrices et les électeurs. Des engagements pour se mobiliser, pour apporter des réponses aux problèmes de pouvoir d'achat. Des engagements pour défendre en toutes circonstances le développement de nos services publics. Des engagements pour empêcher l'extrême droite et ses idées d'arriver au pouvoir. Voilà les engagements que nous avons pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Et en toutes circonstances, vous pouvez compter sur nous pour y rester fidèles. Y rester fidèles toujours. Y rester fidèles tout le temps, malgré les coups de force, malgré les dénis de démocratie auxquels on a assisté depuis plusieurs mois. Puisque si à l'issue de ces élections législatives, le Nouveau Front Populaire est effectivement sorti en tête de ces élections, que c'est aujourd'hui le Nouveau Front Populaire qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu comme moi, le président de la République, Emmanuel Macron, s'accroche au pouvoir, refuse de laisser s'appliquer une autre politique, a refusé de nommer comme première ministre la candidate que lui avaient proposé les différents partis du Nouveau Front Populaire et à la place a choisi dans un premier temps d'installer comme Premier ministre un homme issu d'un parti politique qui avait fait moins de 6% aux dernières élections législatives. Non, en démocratie,
Ce ne sont pas les perdants des élections qui doivent gouverner, ce sont les gagnants des élections qui doivent gouverner. Mais M. Macron s'entête, mais M. Macron s'accroche. Et donc, quand, au mois de décembre dernier, les parlementaires, dans leur majorité, ont censuré le projet de loi de finances de la sécurité sociale de M. Barnier, et donc ont fait chuter son gouvernement, alors M. Macron, cette fois, est allé chercher parmi ses soutiens, ses plus fidèles soutiens, ses premiers soutiens, et sans doute demain ses derniers soutiens, un nouveau Premier ministre en la personne de François Bayrou. Et maintenant, vous avez M. Bayrou, alors que les élections ont été perdues l'année dernière par le camp macroniste, alors que le budget de M. Barnier a été censuré, qui vient pour nous amener les mêmes recettes, les mêmes potions, les mêmes mesures budgétaires, les mêmes économies drastiques dans le budget de l'État, la même maltraitance sociale vis-à-vis de celles et ceux qui, malheureusement, n'arrivent déjà pas à finir les fins de mois et à qui on vient dire « Non, c'est à vous de payer la facture des difficultés du pays », alors que dans le même temps, M. Bayrou, comme M. Barnier, comme M. Macron, n'ont pas l'intention de mettre à contribution celles et ceux qui ont vu leur fortune augmenter de manière extraordinaire ces derniers mois et ces dernières années et qui ont tout à fait les moyens de venir participer de la solidarité nationale. Et donc, M. Bayrou vient vous voir avec ses ministres et il vous dit, bon, il va falloir faire des économies. Et bon, il va falloir que vous travaillez 7 heures gratuitement. Ça, c'est la dernière annonce du jour. Je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin du jour, de la semaine. C'est la dernière trouvaille. Mais dans le même temps, ces gens-là viennent sur les plateaux de télévision, viennent à l'Assemblée nationale et vous disent « Mais le travail ne paye pas suffisamment en France, il faut que le travail paye mieux. » Pour que le travail paye mieux, on ne commence pas à forcer les travailleuses et les travailleurs à travailler 7 heures gratuitement de plus dans l'année, parce que 7 heures de travail gratuit dans l'année, c'est 7 heures de travail non payé, et donc c'est 7 heures de salaire en moins, tout simplement. Alors, M. Bayrou, dont il paraît qu'il s'est imposé au président de la République, que le président de la République n'en voulait pas, mais qui lui a dit « Monsieur le Président, si vous ne me nommez pas, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout casser, je vais vous quitter et vous serez tout seul. » Et donc, d'un certain point de vue, il a inscrit en quelque sorte quelle était la ligne directrice de son quinquennat, c'est le chantage. Chantage au président de la République, et puis maintenant, chantage au peuple de France. Et donc, ils viennent nous voir, et ils vous disent « Ah, il va falloir que vous acceptiez mon budget, parce que si vous n'acceptez pas mon budget, alors il n'y aura pas de budget. Et s'il n'y a pas de budget, alors ça va être des difficultés supplémentaires pour le pays. » Et ils viennent vous voir et ils vous disent « On a besoin de stabilité, alors, vous n'allez pas chipoter. Vous allez prendre notre budget, le budget de M. Barnier, que vous avez refusé il y a 2 mois, et puis dans lequel je vais rajouter encore des horreurs, et puis maintenant vous allez l'accepter, parce que si vous ne l'acceptez pas, alors vous serez responsable de l'instabilité du pays. » Ne vous laissez pas intoxiquer par ce discours médiatique. Je vais vous donner une première information ce soir. Quelques jours après la chute du gouvernement de Michel Barnier, par l'intermédiaire d'Éric Coquerel, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et de Charles de Courson, qui n'est pas particulièrement un ami politique de la France insoumise, nous avons demandé à ce que le gouvernement, avant même de rentrer dans la discussion sur le budget de l'État, propose à l'Assemblée nationale une loi consensuelle qui contient un certain nombre de mesures qui permettaient, par exemple, d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, pour que les gens ne payent pas plus d'impôts sur le revenu s'il n'y a pas de budget, qui pouvaient permettre de débloquer un certain nombre de crédits qui sont indispensables à la continuité de la politique budgétaire et à la continuité, par exemple, du travail de nos associations, de nos collectivités locales, etc. Ils avaient tout à fait la possibilité, avant même qu'on rentre dans le débat sur le budget, ils avaient tout à fait la possibilité d'inscrire ce texte de loi à l'Assemblée nationale et tout le monde l'aurait voté. Et alors, on aurait pu ensuite rentrer dans une vraie discussion sur les priorités budgétaires dont a besoin le pays. Ils l'ont refusé. Et puis, quelques jours après la catastrophe dramatique qui a frappé Mayotte, à qui je veux rendre hommage
ce soir et avoir une pensée pour nos compatriotes de Mayotte qui ont été frappés malheureusement dans leur chair. Quelques jours après la catastrophe qui a frappé Mayotte, nous avons dit « n'attendons pas » avant d'inscrire à l'ordre du jour un projet de loi d'urgence sur Mayotte. Parce que là aussi, il y a un certain nombre de mesures qui sont consensuelles pour aider nos compatriotes de Mayotte. Mais le gouvernement a dit « non, on va reporter le début de l'examen du texte de loi sur Mayotte au lendemain du vote de la première motion de censure contre le gouvernement pour pouvoir dire, si vous censurez le gouvernement, alors vous serez responsable du fait qu'on ne va pas aider la population de Mayotte. » Voilà la manière avec laquelle M. Bayrou et son gouvernement utilisent le peuple français, utilisent ses craintes, ses peurs, ses difficultés pour essayer, par des injonctions inacceptables à la stabilité, à nous obliger à accepter un budget dont on ne veut pas, parce que ce budget se traduira par davantage de souffrance, davantage de difficultés pour les Françaises et pour les Français. Voilà la manière avec laquelle ils s'y prennent. Alors ne vous laissez pas intoxiquer par ces arguments. Non, comme l'a dit Séverine tout à l'heure, le problème, ce n'est pas qu'ils voudraient maintenir la stabilité du pays. La réalité, c'est qu'ils veulent maintenir la stabilité de leur politique, alors que leur politique a été rejetée à de multiples reprises par les électrices et par les électeurs. Et maintenant, ça c'était la semaine dernière, et donc il y a eu un premier vote sur une première motion de censure, et un certain nombre de parlementaires se sont laissés emmener dans cette idée que de toute façon, il ne fallait pas censurer ce gouvernement parce qu'on avait besoin de la stabilité du pays. Et puis depuis que le vote sur cette motion de censure a eu lieu, en parallèle avait lieu le débat sur le budget au Sénat. Et alors, chaque jour, vous avez une nouvelle annonce de coupe massive dans les budgets. On a appris lundi que le gouvernement de François Bayrou s'apprête à réduire de près de 700 millions d'euros le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. On a appris samedi dernier qu'au moment même où il faisait mine d'avoir fait une concession, vous savez, en renonçant à ajouter des jours de carence pour les fonctionnaires qui sont en arrêt maladie, c'était le projet de M. Barnier, il disait on va passer à 3 jours de carence pour moins indemniser les arrêts maladie, au même moment où il faisait mine de faire cette concession, c'est-à-dire en quelque sorte de ne pas prélever les environ 250 millions d'euros que le gouvernement de Michel Barnier voulait prélever sur les fonctionnaires, au même moment où il disait ça, dans un hémicycle, c'était à l'Assemblée nationale, en même temps au Sénat, le gouvernement proposait un amendement pour réduire l'indemnisation des congés maladie pour les fonctionnaires, pour les passer de 100 à 90%. C'est-à-dire qu'au même moment où il vous disait « ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous prendre 250 millions d'euros », c'est ce qu'ils s'apprêtaient à prendre avec les 3 jours de carence. Au même moment, ils vous disent qu'ils vont vous prendre 800 millions d'euros. C'est ce que va rapporter à l'État la baisse de l'indemnisation des congés maladie. Et c'est ce que va coûter aux fonctionnaires la baisse de l'indemnisation des congés maladie de 100 à 90%. Au même moment où ils vous disaient à l'Assemblée nationale, on va renoncer à des suppressions de postes d'enseignants. Et j'attends de voir quelle va être la réalité de cette mesure. Au même moment où ils vous disaient ça, le gouvernement présentait au Sénat un amendement pour réduire le budget de l'éducation nationale de 50 millions d'euros. Au même moment où l'on parlait des catastrophes climatiques qui se sont multipliées ces derniers mois, j'ai parlé de Mayotte tout à l'heure, on pourrait parler de l'Espagne, des inondations qui ont eu lieu en Espagne, on pourrait parler des méga incendies qui ont eu lieu aux États-Unis, au même moment où l'actualité, chaque semaine, vit au rythme de ces catastrophes climatiques, au même moment, le gouvernement explique qu'il va amputer le budget de l'écologie, qu'il va, par exemple, réduire de 50 millions d'euros la partie dans le budget de l'écologie qui est normalement consacrée à ce qu'on appelle la prévention des risques, c'est-à-dire précisément à faire en sorte qu'on soit en capacité de répondre aux catastrophes climatiques. Au même moment où ils avaient à l'Assemblée nationale ces discours-là, où ils faisaient mine d'avoir fait des concessions, ils s'apprêtaient par exemple, et ils le confirment encore ces derniers jours, à réduire le budget de la rénovation thermique des logements. Vous savez, ces aides qu'on donne
aux ménages qui ont besoin d'investir pour faire en sorte de ne plus vivre demain dans des passoires thermiques, dans des appartements dans lesquels il fait très froid l'hiver et dans lesquels il fait très chaud l'été et dans lesquels les factures d'électricité l'hiver, elles explosent, dans lesquels les charges pour celles et ceux qui sont notamment dans du logement social explosent, multiplient par 2, par 3. Ces budgets-là qui sont indispensables et qui ont un enjeu climatique, c'est-à-dire réduire le gaspillage énergétique, qui ont un enjeu social, c'est-à-dire baisser les factures d'électricité, ils s'apprêtent à amputer les budgets de ce qu'ils appellent MaPrimeRénov', d'au moins 700 millions d'euros. Voilà, je ne veux pas vous donner trop de chiffres ce soir, mais comprenez que M. Bayrou, il dit partout qu'il est fan d'Henri IV. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la biographie d'Henri IV, mais Henri IV, il était connu en particulier parce que c'était quelqu'un qui aimait bien la ruse, qui aimait bien l'enfumage. Bon, bah, M. Bayrou, de ce point de vue-là, il est fidèle à Henri IV. Donc il vient vous voir, il vous fait croire des choses, il vous dit des choses. Il essaye de vous convaincre que non, il va faire des efforts, qu'il va travailler un compromis, mais dans le même temps, une fois qu'il vous a dit ça et qu'un certain nombre de parlementaires ont décidé de ne pas le censurer, en réalité, il s'apprête à mettre en place un budget qui va être pire que le budget de Michel Barnier que nous avons refusé au mois de décembre dernier et qui a conduit à la chute du gouvernement de Michel Barnier. Et même sur le sujet sur lequel, soi-disant, ils auraient fait un effort historique, je parle de la question des retraites, je vous invite toutes et tous à regarder la réalité du processus qui est en cours et qui a commencé vendredi dernier. C'est-à-dire que certains vous disent « Enfin, le gouvernement va réouvrir une discussion sur la réforme des retraites contre laquelle nous nous sommes massivement mobilisés il y a 2 ans pour empêcher la retraite à 64 ans et qui n'a pu être passée qu'en force par l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement de Mme Borne. » Au même moment où il vous dit « on va en discuter », il met en place un piège qui est un piège grossier. Il invente un conclave, c'est comme ça qu'il l'a appelé, dans lequel vous allez vous retrouver un certain nombre de représentants d'organisations syndicales et puis des organisations patronales. Alors tout le monde vous dit « mais alors vous ne voulez pas qu'ils discutent ?» On n'a pas de problème avec le fait qu'ils discutent. Le problème, ce n'est pas de savoir s'ils discutent. Le problème, c'est sur quoi va aboutir leur discussion. Et donc, il a mis, vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance. Il a mis la petite étoile, la petite astérisque, puis après, derrière, il y a marqué en tout petit, à l'envers, un certain nombre de clauses et de conditions. Et donc, il dit, on va les mettre autour de la table, les représentants du salariat, les représentants des organisations syndicales de salariés, et puis les représentants du patronat, et puis on va leur dire, si vous vous mettez d'accord, alors l'Assemblée nationale reprendra le résultat de votre accord. Mais, si vous ne vous mettez pas d'accord, alors il n'y aura pas de débat à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et c'est la réforme de Mme Borne, c'est-à-dire la réforme des 64 ans, qui continuera à vivre et à exister en l'état. Or, évidemment, qu'à partir du moment où vous demandez un consensus, un accord unanime de l'ensemble des personnes qui sont autour de la table dans ce fameux conclave, alors évidemment vous donnez aux représentants du patronat et en particulier aux représentants du MEDEF un droit de veto avec en plus pour les autres une épée de Damoclès sur la tête, puisque le patronat n'a aucun intérêt à faire quelque concession que ce soit sur l'âge de départ à la retraite s'il sait qu'à la fin, s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme actuelle qui continuera à vivre. M. Bayrou a inventé la négociation où vous perdez à tous les coups. Soit parce que vous renoncez à votre revendication parce que vous êtes obligé pour vous mettre d'accord avec le patronat, soit parce que vous n'y renoncez pas, et alors c'est la réforme actuelle, c'est-à-dire celle qui est contraire à vos revendications, qui va continuer à s'appliquer. Face je gagne, pile tu perds. Et ça, on essaye de nous faire croire que ce serait une grande avancée sociale pour le pays. Je pense que ça ne leurre personne. Je pense que tout le monde a compris le niveau d'enfumage auquel se livre aujourd'hui le Premier ministre. Et évidemment, une telle annonce ne nous permettra pas d'obtenir cette revendication légitime à laquelle aspire une grande majorité du peuple français qui s'est mobilisé massivement dans la rue il y a 2 ans, qui encore a voté aux élections législatives massivement sur ce sujet, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites.
Je n'ai qu'une chose à dire sur ce sujet. Je n'en ai qu'une chose à dire sur ce sujet. Si M. Bayrou est dorénavant un grand démocrate et veut permettre le débat, la discussion et la démocratie sur le sujet, alors, premièrement, faudra-t-il qu'il nous explique pourquoi, lorsque nous, les Insoumis, dans notre niche parlementaire, la niche parlementaire, c'est la journée dans l'année à l'Assemblée nationale où on peut décider d'inscrire à l'ordre du jour les textes de notre choix. Elle a eu lieu au mois de novembre dernier. Dans notre niche parlementaire, nous avons déposé une proposition de loi qui a été co-signée par l'ensemble des députés du Nouveau Front populaire et qui visait à abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et à cette occasion, nous avons assisté à un exercice de blocage du débat, un exercice de blocage du vote, parce que la difficulté d'une niche parlementaire, c'est qu'elle ne dure qu'une seule journée, et que si vous arrivez à minuit et que vous n'êtes pas allé au bout de l'examen d'un texte, alors malheureusement, ça s'arrête, c'est terminé, rendez-vous l'année prochaine si vous voulez le remettre dans votre prochaine niche parlementaire. Et alors que notre texte de loi ne contenait qu'un seul article très simple, revenir sur la réforme de Mme Borne, les députés macronistes, et en particulier les députés du MoDem, c'est-à-dire les députés du parti de M. Bayrou, ont déposé 1000 amendements, ici pour changer le titre, ici pour transformer le nombre de jours en nombre d'heures, le nombre de mois en nombre d'années, pour que la discussion parlementaire dure toute la journée et qu'on ne puisse pas, avant l'échéance de minuit, voter pour l'abrogation de la réforme des retraites, alors qu'il y avait dans l'Assemblée nationale une majorité de députés pour la voter. Alors si M. Bayrou veut maintenant organiser le débat et la démocratie, voilà simplement ce que j'ai à lui dire et voilà simplement ce que nous avons à lui dire. Si vous êtes ouvert au débat, si comme vous le dites à la télévision, il n'y a pas de tabou sur l'âge de départ à la retraite, faites une chose simple, faites voter les députés, laissez voter les parlementaires et alors les parlementaires voteront pour l'abrogation de la réforme des retraites et alors vous serez contraints d'en respecter le résultat. Ne nous faites pas perdre du temps. Organisez le débat parlementaire sur ce sujet, renoncez au blocage, renoncez aux manœuvres pour nous empêcher de voter. Laissez vivre la démocratie parlementaire. Monsieur Bayrou, en démocratie, parfois, c'est bien de laisser les représentants du peuple voter. C'est la base. C'est la base. Alors, monsieur Bayrou a été nommé. Alors, M. Bayrou prépare un budget pire que celui de M. Barnier. Alors, M. Bayrou essaye de nous enfumer sur les retraites. Alors, M. Bayrou, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'a rien fait pour répondre à la première préoccupation exprimée par les Françaises et les Français, c'est-à-dire la préoccupation du pouvoir d'achat. Au 1er janvier de cette année, il aurait pu décider de donner un coup de pouce pour le SMIC, pour que les gens qui sont au SMIC aujourd'hui puissent enfin finir les fins de mois. Au 1er janvier de cette année, il aurait pu décider de reporter l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage qui va réduire encore les indemnisations des chômeurs. Au 1er janvier de cette année, il aurait pu décider de ne pas permettre l'entrée en vigueur de cette odieuse réforme du RSA. Au 1er janvier de cette année, il aurait pu prendre un certain nombre de décisions pour faire en sorte de soulager le pays, de soulager le peuple des difficultés sociales auxquelles il est confronté. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il s'apprête à chercher à nous faire passer en force son budget. Je vous le disais, il cherche à nous enfumer sur les retraites. Et puis, il laisse le pyromane Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur multiplier les provocations, annoncer demain une réforme de l'aide médicale d'État, alors que tout le monde sait, et si vous n'en êtes pas convaincus, je veux vous en convaincre, alors que tout le monde sait que la réforme de l'aide médicale d'État est sans doute l'idée la plus bête à laquelle on n'ait jamais assisté dans le champ politique depuis plusieurs années. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que si vous voulez protéger le peuple français, y compris de la propagation des maladies, des épidémies, alors toute personne qui se trouve sur le sol national, qu'elle ait des papiers ou qu'elle n'en ait pas, qu'elle soit en situation régulière ou irrégulière, vous avez intérêt à la soigner, non seulement pour elle, non seulement pour l'idée que nous nous faisons de l'humanité,
mais aussi pour protéger le peuple dans son entier. Parce que le virus, lui, il ignore bien de savoir si la personne à côté de lui, elle a des papiers ou elle n'en a pas. Parce que le virus, il passe de l'un à l'autre, en situation régulière ou irrégulière, avec des papiers ou sans papiers. Et que si vous ne soignez pas celui qui n'a pas de papier parce que vous cédez aux obsessions racistes de l'extrême droite, alors c'est le peuple français dans sa globalité que vous mettez en danger. Voilà la réalité. Et je ne suis pas le seul à le dire. Parlez à n'importe quel médecin, parlez à n'importe quel membre de la communauté médicale, il vous le dira. Et il vous dira même pire. Il vous dira que non seulement, si vous remettez en cause l'aide médicale d'État, vous allez mettre en danger la population dans son ensemble, mais en plus que les soi-disant économies que vous allez faire, en vérité, vous ne ferez pas des économies parce que ça va coûter plus cher à la fin, parce qu'il y a une règle simple en matière de politique de santé, c'est que si vous ne soignez pas une maladie au moment où vous la détectez, alors elle s'aggrave, alors elle s'amplifie, et quand à la fin la personne se trouve aux urgences, vous êtes obligé de la soigner parce que vous n'allez pas la laisser mourir sur un brancard, et à la fin ça va vous coûter plus cher. Et donc vous avez fait semblant que vous allez faire des économies, mais vous ne faites pas d'économies à la fin. Et donc M. Bayrou laisse ces gens-là venir nous faire ce type d'annonce. Demain on va remettre en cause l'aide médicale d'État. Laisse M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, je vous le rappelle, pas ministre des Affaires étrangères, engager une irresponsable escalade dangereuse et contre-productive avec l'Algérie à laquelle on a assisté depuis plusieurs jours. Et je vais vous dire pourquoi c'est irresponsable. Parce que ici, je suis sûr dans la salle qu'il y a des gens peut-être qui partagent une partie de leur famille, de leurs proches, entre nos deux continents. Et nous savons à quel point notre histoire commune, elle a pu être aussi une histoire douloureuse, une histoire difficile, une histoire faite de souffrance. Et que quand on est responsable, quand on n'est pas un irresponsable, on ne vient pas jeter du sel sur les vieilles blessures. Quand il y a un problème, on en discute. Quand on n'est pas d'accord, on en parle. Mais on ne construit pas comme ça pour des bas intérêts électoraux nationaux. On ne construit pas une montée en tension, une montée en escalade avec un autre pays qui, derrière, forcément, on va répliquer. Et après, on va répliquer. Jusqu'où? Stop, ça suffit. Que M. Retailleau s'en aille, que M. Retailleau nous laisse tranquilles, que M. Retailleau comprenne que nous, les Français, on aspire à la concorde avec les autres pays dans le monde. On aspire à des relations apaisées, à des relations où on peut se dire les choses, mais à des relations où on ne se fait pas la guerre. Et ça aussi, c'est le bilan de M. Bayrou, laissez M. Retailleau dans ses provocations inacceptables. Bref, je crois que je vous ai dit, peut-être pas de manière exhaustive, tout le mal que je pensais du gouvernement de M. Bayrou et de la politique qu'il a commencé à mettre en œuvre. Alors je veux vous donner rendez-vous, puisque peut-être les plus attentifs d'entre vous ont suivi que la semaine dernière, la motion de censure que nous avions déposée à l'Assemblée nationale pour faire tomber ce gouvernement n'avait pas été adoptée. Mais ce n'est que partie remise. Le 30 janvier prochain va avoir lieu ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la réunion dans laquelle vous avez des représentants de l'Assemblée nationale et des représentants du Sénat pour mettre au point le projet définitif du budget. Je vous ai parlé des amendements que le gouvernement a déposés au Sénat pour aggraver encore le budget. C'est-à-dire qu'au soir du 30 janvier, normalement, puisque les macronistes et les représentants des Républicains sont majoritaires dans la commission mixte paritaire, cette commission mixte paritaire devrait être conclusive, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'elle devrait aboutir sur un projet de budget définitif. Et alors au début du mois de février, sans doute le 3 ou sans doute le 4 février, le gouvernement va venir devant l'Assemblée nationale et va utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour passer en force son budget. Évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ce budget. Évidemment, nous ne sommes pas d'accord pour nous faire imposer en force un budget que nous ne voulons pas. Et donc, évidemment, nous déposerons une motion de censure. Alors, quelques jours plus tard, ça sera sans doute le 6 ou le 7 février. Généralement, quand on dépose une motion de censure à l'Assemblée nationale, elle doit être examinée dans les 48 heures. Donc, quelques jours plus tard, il y aura un vote sur la censure de ce gouvernement. Et donc, d'ici là,
dans les 15 jours qui nous séparent de cette date, je crois que notre travail, à toutes et tous, c'est de donner les arguments. J'essaye de le faire ce soir. De présenter la réalité de la nature de ce budget. J'essaye de le faire ce soir. Pour convaincre, ou pour contraindre, ou pour pousser celles et ceux qui n'ont pas voté la première motion de censure la semaine dernière, de voter la motion de censure la semaine prochaine. Et je veux dire en particulier aux parlementaires qui ont été élus sous l'étiquette du nouveau Front populaire des choses simples. Quand nous nous sommes présentés devant les électrices et les électeurs, nous nous sommes présentés avec l'objectif d'augmenter les investissements dans la transition écologique, pas avec l'objectif de couper dans le budget de l'écologie. Quand nous nous sommes présentés devant les électrices et les électeurs, nous nous sommes présentés avec l'objectif de renforcer les financements de l'université, de renforcer les financements de la recherche, de renforcer les moyens attribués à l'éducation, de renforcer les moyens attribués à la santé, pas pour accompagner les coupes dans le budget de la santé, dans le budget de l'écologie ou dans le budget de l'éducation de François Bayrou. Quand nous nous sommes présentés devant les électrices et les électeurs, nous nous sommes présentés pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, pas pour voir les idées de l'extrême droite gouverner au ministère de l'Intérieur. Alors voilà ce que j'ai à dire. Et vous voyez, malgré, pour vous le dire franchement, ma déception profonde sur le vote de censure qui a eu lieu la semaine prochaine, je ne suis pas là pour polémiquer et je préfère me projeter dans la bataille qui va venir dans 15 jours. Alors je dis à tous les parlementaires du nouveau Front populaire, parce que vous avez été élus sur ce programme du nouveau Front populaire, parce que la première phrase du programme du nouveau Front populaire dit une chose simple: le nouveau Front populaire réunit des femmes et des hommes qui s'engagent pour la rupture avec la politique macroniste. Alors je leur dis, vous parlementaires du nouveau Front populaire, si vous êtes fidèles à la parole que vous avez donnée devant les électrices et les électeurs, si vous ne reniez pas vos convictions, si vous ne reniez pas vos engagements, alors au début du mois de février, vous devez voter la motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Et puisque je suis ici, vous l'avez entendu, dans une démarche de conviction, je vais les aider un petit peu et peut-être répondre à l'ensemble des arguments qu'on va entendre dans les prochains jours. On va nous dire « Ah, mais vous ne pouvez pas censurer le gouvernement de François Bayrou parce que vous comprenez, on a besoin de stabilité. » On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Mais qui est responsable de l'instabilité, si ce n'est l'homme, président de la République, perdant des élections, qui s'entêtent à nommer des gouvernements minoritaires, des gouvernements censurés, qui reviennent pour mettre en place la même politique. C'est eux qui sont responsables de l'instabilité. Ce n'est pas nous, c'est eux qui sont responsables de l'instabilité du pays. Et vous ne viendrez pas à bout de notre détermination par vos injonctions à la stabilité. Et quand on est fidèle à ses convictions, quand on est déterminé à obtenir le mieux que l'on peut pour le peuple de France, alors on ne cède pas à ce type d'injonction, on reste fidèle. On se bat, on se mobilise, on lutte contre les arguments, on leur renvoie la responsabilité de cette situation d'instabilité, parce que si la situation est instable, ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de leur responsabilité à eux. On va nous dire, dans les prochains jours, que la censure coûte cher. Peut-être que vous avez entendu Madame Vautrin, le week-end dernier à la télévision, nous dire que la censure du gouvernement de Michel Barnier avait coûté 12 milliards d'euros, a-t-elle dit. Alors, on lui a demandé quand même, juste pour votre information, on lui a demandé d'où elle sortait son chiffre, juste au moins qu'elle nous donne une source, quelque chose, comment elle l'a calculé. On n'a toujours pas de réponse à cette heure. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas de réponse à cette heure, parce que c'est un mensonge pur et simple. Et ce n'est pas moi, Manuel Bompard, parlementaire de la France Insoumise ou d'autres, qui disent que c'est un mensonge pur et simple. Le budget de Michel Barnier, au moment où il a été présenté devant l'Assemblée nationale, il y a un organisme qui s'appelle l'OFCE qui avait fait des prévisions économiques sur l'impact du budget de Michel Barnier sur l'économie française. Et il démontrait que si le budget de Michel Barnier avait été adopté en l'état, alors la croissance aurait été l'année prochaine divisée par 2. Ça, c'était le budget de Michel Barnier. D'accord ?
Aujourd'hui, il y a eu, vous le savez peut-être, après la censure du gouvernement de Barnier, on a voté à l'Assemblée nationale une loi spéciale. Et cette loi spéciale, en fait, elle a renouvelé le budget de 2024 pour l'année 2025, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de nouveau budget. L'OFCE a fait une analyse dans laquelle il dit une chose très simple. Si c'est seulement la loi spéciale qui s'applique, c'est-à-dire s'il n'y avait pas du tout de budget cette année, et que seulement on avait reproduit les crédits de l'année 2024, alors l'impact sur la croissance aurait conduit à une croissance de 0,6 points supérieure à la croissance auquel aurait conduit l'adoption du budget de Michel Barnier. Alors je ne vais pas venir vous dire ici que la censure nous a fait gagner de l'argent, j'exagérerai peut-être un petit peu, mais en tout cas faire croire que la censure nous a coûté 12 milliards d'euros, c'est un mensonge pur et simple, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un organisme indépendant qui s'appelle l'OFCE, que d'habitude le gouvernement utilise comme référence pour un certain nombre de calculs. Donc non, la censure ne nous a pas coûté cher, et ce qui nous coûtera encore plus cher, c'est d'accepter un budget qui va se traduire par des coupes massives dans la dépense publique. Parce que quand vous coupez dans la dépense publique, alors vous contractez l'activité économique. Parce que par exemple, quand vous réduisez les aides à la rénovation thermique du logement, non seulement c'est un problème écologique et social, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un problème économique. Parce que vous avez des acteurs économiques, des artisans, le secteur du bâtiment qui a besoin du soutien public, de la commande publique, de l'aide publique aux travaux qui sont engagés pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir de l'activité économique. Et donc, quand vous coupez ces budgets-là, en vérité, vous contractez leur activité. En réalité, vous renforcez les difficultés du pays. L'austérité produit de l'austérité. L'austérité produit de la récession économique. Alors que l'investissement, au contraire, alimente la machine économique, produit ensuite des recettes fiscales, et donc nous aide ensuite à équilibrer le budget, nous aide à lutter contre le déficit. Donc, non, Madame Vautrin, cessez de mentir aux Français. La facture, la censure, ça ne nous a pas coûté cher. Et ce qui nous coûterait encore plus cher, c'est de laisser passer votre budget. On va vous dire dans les prochains jours que le pays n'a pas les moyens. On va vous dire que la dette est plus insoutenable que jamais. Et je sais, y compris dans nos rangs, que certains se disent quand même, on a une dette très importante, il faut bien faire quelque chose. Je l'ai entendu encore tout à l'heure en discutant avec quelques habitantes et quelques habitants. Alors je vais vous donner deux informations que peut-être vous ne savez pas, mais que je vous invite ensuite à répéter autour de vous. Est-ce que vous savez que la dette publique française, en proportion de son PIB, c'est-à-dire de sa production de richesse chaque année, est inférieure à la dette publique américaine? Est-ce que vous savez surtout, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais vous comprenez, la charge de la dette, c'est-à-dire en fait les intérêts qu'on paye chaque année pour rembourser la dette, elle est devenue insoutenable, etc. Est-ce que vous savez que la charge de la dette en France par rapport à son PIB, c'est-à-dire par rapport à la richesse produite chaque année, je résume, c'est-à-dire le montant qu'on attribue à payer les intérêts de la dette par rapport au montant de la richesse qu'on produit chaque année, est-ce que vous savez que la charge de la dette en France aujourd'hui, elle est de 2 fois inférieure à la charge de la dette en France par rapport à 1995 ? Donc aujourd'hui, quand on vous dit que c'est pas vrai, on n'a pas les moyens, que c'est pas vrai, on ne peut pas faire autrement, qu'on est trop endetté et que de toute façon on est obligé de se serrer la ceinture, on vous ment. Je ne dis pas que toute dette est bonne, mais je vous dis que certaines dettes sont bonnes. Parce que quand on emprunte pour investir pour l'avenir, quand on emprunte pour investir dans nos écoles, dans notre système de santé, dans nos services publics, dans nos hôpitaux, alors on fait une bonne chose pour le pays. Alors on permet aux générations futures de pouvoir profiter des investissements qu'on a fait aujourd'hui. Donc oui, on a les moyens de faire autrement. Oui, on n'est pas condamné à leur politique de malheur. Oui, on n'est pas condamné à se serrer la ceinture. On nous dit, et on va vous dire, oui, mais quand même, la dette, d'accord, allez, imaginons, ok, votre argument, je le prends, mais le déficit, c'est-à-dire ce qu'on produit, ce qu'on a comme recettes et ce qu'on a comme dépenses de l'État chaque année, mais le déficit a atteint des sommets. L'année dernière, plus de 5%. C'est vrai, mais la faute à qui ? Même les agences de notation, et je n'ai pas l'habitude à une tribune d'un meeting de la France Insoumise de citer les agences de notation. Même les agences de notation vous disent une chose simple, elles vous disent le problème du déficit en France, ce n'est pas les dépenses, c'est les recettes. Le problème du déficit en France, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, l'État a renoncé à 60 milliards d'euros de recettes. Et l'État a renoncé à 60 milliards d'euros de recettes parce que M. Macron a multiplié les cadeaux aux plus riches,
aux grandes multinationales. Ici, on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune. Ici, on supprime l'imposition. On introduit la flat tax pour réduire la fiscalité sur les dividendes versés. Ici, on fait tel ou tel cadeau. À la fin, ça a un coût. Ce coût, c'est 60 milliards d'euros. Et vous les voyez aujourd'hui venir vous voir et vous dire il faut qu'on fasse 50 milliards d'euros d'économie dans les dépenses parce qu'on n'a plus les moyens. Eh bien, si vous voulez ramener le déficit à un niveau responsable, vous pouvez, si vous voulez. Allez-y, proposez-le. Réduire les dépenses de 50 milliards. Mais moi et nous proposons d'augmenter les recettes de 50 milliards. Parce que si on augmente les recettes de 50 milliards, alors on mettra à contribution celles et ceux qui ont les moyens de le faire. Et c'est cette démarche qu'on a adoptée dans le débat à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas vous parler de milliards et de millions pendant toute la soirée, je veux juste que vous sachiez qu'avec deux mesures que nous avons proposées, on peut rentrer 40 milliards d'euros de recettes supplémentaires dans le budget de l'État. La première, elle est simple. La première, c'est d'introduire une taxe de 1% sur le patrimoine des milliardaires. Si en France, vous mettez en place, c'est ce qu'on appelle la taxe Zuckman, si vous mettez en place une taxe de 1% sur le patrimoine des milliardaires, calmez-vous, il n'y en a pas dans la salle, ils sont 147 en France. Ça va, ils ont les moyens. Si vous mettez en place une taxe de 1% sur le patrimoine des milliardaires, vous faites rentrer immédiatement dans les caisses de l'État 14 milliards d'euros. La deuxième mesure, pareil, vous allez voir, elle devrait choquer personne. Ça vient aussi de l'économiste Gabriel Zuckman, qui propose un dispositif simple pour que les entreprises, et notamment les multinationales, qui ont recours le plus souvent à des dispositifs d'optimisation fiscale, de fraude fiscale parfois, payent tout simplement leurs impôts en France. Et sa procédure, elle est très simple. Il dit, on va prendre le chiffre d'affaires réalisé en France par le groupe, on va prendre le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale par le groupe, et donc on est capable de dire quelle proportion du chiffre d'affaires a eu lieu en France par rapport à l'échelle mondiale. Puis ensuite, on va prendre le bénéfice déclaré en France, et on va prendre le bénéfice déclaré à l'échelle mondiale, et on va regarder si ça correspond. Et parfois, ça ne correspond pas. Souvent, ça ne correspond pas pour les grandes entreprises et les grandes multinationales, parce que qu'est-ce qu'elles font? On les connaît, leurs méthodes. Par exemple, vous allez avoir votre entreprise en France, votre filiale en France, elle va faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais elle va louer la marque à la filiale qui est installée au Luxembourg, et donc chaque année, elle va devoir reverser une cotisation, on va dire, à la filiale, au groupe qui est installé au Luxembourg, et donc à la fin, elle aura fait un chiffre d'affaires important par rapport au chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale, mais elle aura déclaré un tout petit bénéfice par rapport au bénéfice déclaré à l'échelle mondiale. Sauf que l'imposition pour ces entreprises en France, elle se fait sur le bénéfice, pas sur le chiffre d'affaires. Et donc la mesure qui est proposée par Gabriel Zuckman, c'est très simple, c'est de dire si ça ne correspond pas, eh on va voir l'entreprise en France et on lui dit il faut que ça corresponde. Donc on lui réclame la différence. Bon. Avec une mesure de cette nature, vous pouvez rentrer à peu près 25 milliards d'euros dans les recettes de l'État. Taxe sur les 1% pour les 147 milliardaires et dispositif tout simplement pour que les entreprises et les multinationales paient leurs impôts en France. Vous rentrez 40 milliards d'euros dans les caisses de l'État et les économies de M. Barnier puis de M. Bayrou, ça y est, on les a trouvées. C'est pas très compliqué. Mais il faut avoir la volonté politique de le faire. Et avoir la volonté politique de le faire, c'est-à-dire accepter pour eux de s'affronter avec ceux qui sont les plus gros soutiens de leur politique. C'est ça la réalité. Ils n'ont pas la volonté politique de le faire, parce que s'ils avaient la volonté politique de le faire, ils l'auraient déjà fait. Donc vous voyez, on va vous en dire beaucoup des choses. On va vous en faire croire beaucoup des choses. Puis après, on va vous dire que les insoumis sont des irresponsables, qui sont partisans de la stratégie du chaos. On va vous dire, comme je l'ai entendu parfois, que leur seule motivation, ça serait la motivation personnelle de Jean-Luc Mélenchon pour être candidat à l'élection présidentielle, comme si Jean-Luc Mélenchon a déjà été 3 fois candidat à l'élection présidentielle, comme si son problème c'était d'être une 4e fois candidat, comme s'il n'avait pas déjà vécu tout ça, comme si c'était une question personnelle, d'intérêt personnel. Non, ce n'est pas le sujet. On va vous dire que les insoumis sont antisémites, alors que ici dans cette salle et dans nos rangs, vous n'avez que des militantes et des militants qui depuis le plus jeune âge se battent pour l'égalité
contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre les discriminations, se battent avec une idée simple, c'est que toute personne, elle doit être à égalité, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. Bref, on va vous dire tout ça. Mais on va vous dire tout ça pour une raison simple. On va vous dire tout ça pour une raison simple, c'est que le président de la République et ses plus fidèles soutiens, eux, ils savent que si le gouvernement de François Bayrou tombe, alors il n'a plus beaucoup de jokers dans sa manche. Eux, ils savent que si le gouvernement de François Bayrou tombe, alors c'est le départ d'Emmanuel Macron qui va être la question posée dorénavant au pays. Et nous ne nous cachons pas. Et nous ne faisons pas semblant. Et quand sur un plateau de télévision, on me dit « Mais vous êtes obsédé par l'élection présidentielle. » Non, je ne suis pas obsédé par l'élection présidentielle. Je suis obsédé par le fait de protéger le peuple français de 2 ans et demi supplémentaires de politique macroniste. Ça, oui, je le reconnais. Et donc, oui, nous n'avons pas peur d'un grand rendez-vous démocratique. Nous n'avons pas peur du peuple. Nous n'avons pas peur du suffrage des électrices et des électeurs. Et je veux répondre à ceux qui, parfois, de bonne foi sans doute, nous disent « Oui, mais s'il y a une élection présidentielle demain, c'est l'extrême droite qui va gagner. » Ah bon? Ah bon, on renonce à la bataille avant même de l'avoir menée? Et au mois de juin dernier, après la dissolution de l'Assemblée nationale, si on avait appliqué cette règle-là, ben on ne serait pas rentré en campagne, on n'aurait pas milité. Ils disaient tous que c'est l'extrême droite qui allait gagner. Les sondages, il y en a eu 27 dans cette période, 27 sur 27, tous ils disaient que c'était l'extrême droite qui allait s'emparer du pouvoir. Pourquoi on renoncerait à la bataille avant qu'elle ait eu lieu? Et puis vous croyez vraiment qu'une fois que Macron aura encore fait sa politique pendant 2 ans et demi, et qu'en plus nous, parce que ça serait ça l'alternative, on aurait été responsable de la continuité de cette politique, alors vous croyez qu'à ce moment-là, quand on aura une responsabilité, parce que si on faisait ce choix funeste, on aurait une responsabilité dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, vous croyez que les gens vont venir vous voir et vous dire bravo, et vous dire merci, et vous dire maintenant on va voter pour vous? Non. Il ne faut pas avoir peur de la bataille. Il faut rentrer dans la bataille. On a montré au mois de juin et au mois de juillet dernier que cette bataille, on peut la gagner. On a montré que quand on est confronté dans une élection au Rassemblement national, alors les sketchs sur cette fameuse dédiabolisation auquel on assiste en permanence à la télévision s'arrêtent. Alors la réalité de sa politique se voit. Alors la réalité de ses candidats se voit. Alors la réalité de son hypocrisie se voit. Moi, je n'ai pas oublié, entre les 2 tours de l'élection législative, que le Rassemblement national proposait d'interdire l'exercice de certains emplois à certains Français parce qu'ils ont une 2e nationalité. Moi, je n'ai pas oublié. Moi, je n'ai pas oublié que pendant la campagne des élections législatives, le Rassemblement national, après avoir pendant des mois et des mois à vous dire si on arrive au pouvoir, on va baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Si on arrive au pouvoir, on va abroger la réforme des retraites. Au moment de la campagne, commencer à dire « Ah, ben finalement, ça va être un peu plus compliqué que ça. On va d'abord faire une conférence, un audit des comptes publics pour voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Un conclave. » Ils l'ont dit. Ils vous ont promis, quand ils sont dans l'opposition, qu'ils vont changer votre vie. Et quand ils ont l'impression qu'ils peuvent arriver au pouvoir, ils vous disent que finalement, c'est plus compliqué que ça. C'est des menteurs, c'est des hypocrites. À l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'ils peuvent voter pour une mesure qui va aller dans le sens des Français les plus modestes, de celles et ceux qui galèrent le plus, quand on propose d'augmenter le SMIC, ils ne sont pas là, ils votent contre. Quand on propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ils ne sont pas là, ils votent contre. Et quant à la fameuse dédiabolisation, je n'ai pas besoin de vous rappeler sans doute le curriculum vitae de leurs candidats. Mais peut-être parce que c'est plus récent, peut-être ça vous a échappé, que quand Jean-Marie Le Pen est mort, ils lui ont tous rendu hommage, comme si c'était un grand homme, alors que cet homme était un raciste, un antisémite et un négationniste qui a été condamné à de multiples reprises par la justice pour ça. C'est ça la réalité, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Et on en fera la démonstration dans une campagne. Et on montrera aux Français qu'ils n'ont rien à attendre de bon à une soi-disant arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Nous avons besoin, et nous n'avons pas peur d'un nouveau rendez-vous démocratique. Alors, nous pourrons
venir devant les Françaises et les Français et leur proposer notre projet politique. Et leur dire que oui, on peut partager les richesses, que oui, on peut augmenter les salaires, que oui, on peut bloquer les prix, que oui, on peut faire la planification écologique, que oui, on peut avoir un pays dans lequel le mot égalité, il n'est pas seulement inscrit sur le fronton de nos mairies, mais il correspond à une réalité dans notre quotidien. Que oui, en France, tous les Français sont égaux, et il n'y a pas, comme l'a dit M. Retailleau, des Français de papier. Voilà la démonstration qu'on peut faire. Et on pourra aussi laver l'affront, laver la honte. Parce que s'il y a quelques jours, il y a eu ce cessez-le-feu à Gaza et que nous l'avons vécu comme un soulagement, nous n'avons pas oublié pour autant. Et ce soulagement, il n'efface pas notre colère. Et ce soulagement, il n'efface pas notre douleur d'avoir dû attendre pendant plus d'1 an. Il n'efface pas notre colère d'avoir vu le gouvernement français ne rien faire pour essayer de mettre un terme au massacre qui avait lieu à Gaza. Et donc oui, dans un grand rendez-vous démocratique comme celui-ci, nous pourrons aussi rétablir ce que doit être la parole de la France sur la scène internationale. Une parole non alignée, une parole qui se bat pour la paix. Voilà tout ce qu'on peut faire dans un grand rendez-vous démocratique. Et donc c'est à ça qu'il faut se préparer cette année. Tout à l'heure, j'ai rendu hommage aux habitantes et aux habitants du quartier de Planoise pour le résultat qu'ils nous avaient attribué aux élections présidentielles et aux élections législatives. Mais je veux leur dire qu'il y a encore un effort à faire. Et en plus, vous l'avez dit. Voilà. Et le monsieur disait Jean-Luc Mélenchon habitait Planoise. Je veux leur dire qu'il y a encore un petit effort à faire. Il y a un petit effort à faire parce que si Séverine Véziès, qui a parlé en premier à cette tribune tout à l'heure, n'a pas été élue députée à l'Assemblée nationale au mois de juillet dernier, je ne dis pas que c'est de la faute des habitantes et des habitants de Planoise, mais ça s'est joué à moins de 1000 voix au premier tour. Mais à Planoise, et je prends cet exemple et ça concerne tout le monde, mais à Planoise, il y a eu 4000 personnes qui ne sont pas allées voter dans le quartier. Alors que par contre, quand les gens sont allés voter, à plus de 50%, ils ont voté dès le premier tour pour Séverine Véziès. Donc je dis que si la prochaine fois, il n'y en a pas 4000 qui restent à la maison, mais il n'y en a plus que 3000, ou il n'y en a plus que 2000, ou il n'y en a plus que 1000, alors Séverine Véziès sera élue députée, elle nous rejoindra à l'Assemblée nationale. Et quant à Florian Choche qui a parlé tout à l'heure, il vous a dit quels avaient été les écarts de voix de son élection en 2022, et malheureusement les écarts de voix de sa non-élection en 2024. Et Florian, il pourrait faire la même démonstration que moi à Belfort, que dans un certain nombre de quartiers où nous avons fait des résultats significatifs, l'abstention a été de 10, de 15, de 20 points supérieure à l'abstention moyenne du pays. Et que si dans ces quartiers-là aussi les gens étaient venus voter dans les mêmes proportions que l'ensemble du pays, alors Florian, il serait revenu avec nous à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas ça pour leur reprocher que les choses soient claires, parce que je sais qu'on est d'abord victime de l'abstention, d'abord victime des trahisons, des reniements, victime de la déception. Je ne leur dis pas ça pour leur reprocher. Je leur dis, on a été reniés, vous avez raison. Tout le monde a trahi, c'est vrai. Et donc après, c'est normal qu'il y a des gens qui se disent, finalement, ça sert à quoi d'aller voter ? C'est normal qu'il y ait des gens qui se disent ça. Et nous, après, on rame et on fait le travail pour essayer de leur dire si ça sert à quelque chose. Là, vous pouvez élire des députés qui resteront fidèles à leurs convictions. Et donc, je ne dis pas ça pour les culpabiliser, certainement pas. Mais je dis ça pour dire qu'ils ont une partie de l'avenir du pays entre leurs mains. Que si la prochaine fois, ils se mobilisent par dizaines de milliers, par centaines de milliers au niveau national, par millions, alors on peut tout changer. Alors on peut prendre le pouvoir. Alors on peut changer enfin la société. On n'est pas condamné à subir le macronisme ou la continuité au pouvoir de l'extrême droite. On peut y arriver. Et ça commence par un acte simple, qui ne coûte pas cher, qui ne prend pas beaucoup de temps. Mais moi, je me rappelle, après la dissolution de l'Assemblée nationale, quand il y a eu l'organisation des élections législatives, de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Comment on fait pour s'inscrire sur les listes électorales ? Parce que là, on ne veut pas que l'extrême droite s'empare du pouvoir. » Et on a été obligé de leur dire « Mais malheureusement, ce n'est pas de notre responsabilité, mais c'est trop tard.
On ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales. Ils n'ont pas réouvert les inscriptions entre la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des élections législatives. Alors, on ne va pas se faire avoir 2 fois. Donc, il y a une chose simple à faire en ce début d'année, c'est la bonne résolution de 2025. C'est vous vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Vous avez déménagé, vous remettez votre inscription sur les listes électorales au bon endroit. Vous rentrez à la maison ce soir, vous vérifiez auprès des gens de votre famille qui sont bien inscrits sur les listes électorales. Vous allez demain au boulot, vous en parlez à la machine à café pour savoir si tout le monde est bien inscrit sur les listes électorales. Parce qu'il y aura un nouveau rendez-vous démocratique, je ne sais pas quelle forme il aura, mais il y aura un nouveau rendez-vous démocratique cette année. Et cette fois, on aura besoin de tout le monde et on aura besoin que personne reste à la maison. Tout simplement. Alors, vous savez, il y a une tradition à la France Insoumise, c'est que pour clore nos meetings, on donne notre parole à quelqu'un d'autre. Et donc on lit un texte, un poème, une citation de quelqu'un. Et il se trouve qu'en venant ici à Besançon, avant chaque réunion publique, on fait le travail, on dit on va où et qu'est-ce qu'on peut lire. Et vous le savez sans doute comme moi que Victor Hugo est né à Besançon. C'est pas très original peut-être, mais quand même c'est Victor Hugo qui est né à Besançon. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai un tout petit peu actualisé son poème. Parce qu'il y avait quelques mots qui étaient plus tout à fait, qu'il était difficile de dire aujourd'hui. Alors je vous propose de lire ce poème de Victor Hugo. Aujourd'hui, pour toute la terre, la France s'appelle Révolution. Et désormais, ce mot, Révolution, sera le nom de la civilisation jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot harmonie. Oui, tous tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, quelles qu'elles soient, poèmes, drames, romans, histoires, philosophie, à la tribune des assemblées comme devant les foules du théâtre, comme dans le recueillement des solitudes, oui, partout, oui, toujours, oui, pour combattre les violences et les impostures, oui, pour réhabiliter les lapidés et les accablés, oui, pour conclure logiquement et marcher droit, oui, pour consoler, pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner. Oui, pour penser en attendant qu'on guérisse. Oui, pour transformer la charité en fraternité, l'aumône en assistance, l'oisiveté en utilité, la centralisation en famille, l'iniquité en justice, le bourgeois en citoyen, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour, le préjugé en examen, les limites en ouverture, les ornières en rail, les sacristies en temple, l'instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit, les rois en hommes. Oui, pour ôter des religions l'enfer et des sociétés le bagne. Oui, pour être frère du misérable, du serf, du félin, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l'enchaîné, du sacrifié, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du condamné et du damné. Oui, nous sommes tes fils. Révolution. Victor Hugo. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci pour votre détermination. Et vous pouvez compter sur nous. Merci à vous.